Ce matin, en quittant l'estuaire de la Morar River, confiant, je sentais que cette fois c'était la bonne. St Kilda était plus proche que jamais. Le plein d'essence des bateaux à la station de Morar est fait. Depuis 2005, c'est la 3e fois qu'elle a changé d'enseigne. L'expérience acquise pendant toutes ces années devait me permettre d'enfin réaliser ce rêve. Et où est-ce qu'on est finalement ici? Dans le loch Schwissort de l'île de Rome. Une halte, à distance réglementaire du Esquerfire, nous permet de reprendre des forces. À partir de Morar, c'est une navigation de 65 000 nautiques qu'il faudra pour atteindre Pa Bay. Depuis quelques nautiques, nous voyons pousser doucement ces petites îles sur l'horizon. C'est palpable, la terre est ronde. Pa Bay, une plage de magazine d'agences de voyage. Mais la comparaison s'arrête là. Le rivage de sable ne permet pas de planter une tente. C'est donc après un portage éreintant et dans l'obscurité que nous souperons. Remontant vers le nord, un spectacle incroyable nous attend. 2 grands labs attaquent à tour de rôle un petit guillemot de troll. À chaque attaque, celui-ci plonge et s'épuise. Les labs ont un bec crochu mais des pattes palmées, donc ils ne savent pas serrer leur proie dans des serres comme le feraient des rapaces terrestres. Ils sont obligés d'asséner des grands coups de bec pour assommer le pauvre guillemot et le dévorer ensuite sur place. C'est avec beaucoup moins de compassion pour ce petit guillemot que je pêche en une seule fois 4 beaux lieux jaunes. Ils sont délicieux. Halte à Castle Bay. On fait un peu d'essence, balade et fish and chips. Cap sur l'île d'Elysée. Tout de suite 2 km dans sa plus grande longueur, nous nous y réfugierons pour la journée du lendemain. L'îlot est sympa et bien abrité. Et ce ne sont pas les phoques qui s'y prélassent qui nous contrediront. Naviguer sans jamais pouvoir s'arrêter dans ces endroits si accueillants nous semble inconcevable. Forecasts for the next 24 hours, Viking west but cyclonic at first, 5 or 6 becoming variable 4, showers good, occasionally poor at first. North at 7, south at 7, variable 4 becoming west 4 or 5, occasionally 6 in Seoul. Rain or showers, moderate or good. Irish Sea, variable 3 or 4, showers, rain later, moderate or good. Shannon, southwest 4, veering west. Mon pantalon était sec? Oui, plus ou moins sec.
C'est l'heure d'attaque des petits moucherons qui piquent surtout autour des yeux et des oreilles. On the Sea Again, en route vers l'Everbrugge. By the way, un crochet par Lochmedy, il y a une épicerie et une station d'essence. L'épicier pompiste? I remember you? Me too! C'était il y a 4 ans. Ce charmant homme, toujours dans son traditionnel cache-poussière gris, n'hésitera pas à quitter son commerce pour nous véhiculer avec notre essence jusqu'au quai. L'Everbrugge, des casiers à homards sur un quai désert, un port qui ne se réveille que lorsque le ferry de la Caledonia McBrain accoste. Un marin pêcheur samaroquais, super, il nous autorise à nous mettre à couple. Ce soir, il ne faudra pas chercher un mouillage. De l'autre côté du quai, d'un voilier charter émergent quelques passagers. Leur skipper le plus jeune nous informe. Demain, les conditions de mer seront acceptables. Dès la chaîne des Hébrides, derrière moi, une étrange sensation m'envahit. Celle d'être dans l'océan. L'onde est soulevée doucement par une houle. Mon regard se perd dans l'infini. Je navigue en pleine poésie. C'est Irta qui émerge la première de l'horizon mouvant, suivie de Ballray et Stacanarmin. C'est vers ce dernier que nous mettons le cap. Stacanarmin, un piton de près de 200 mètres de haut, abrite une colonie de fous de bassin, soit 120 000 oiseaux. Ajoutez à cela des labes, des ptérelles, des macaromoines, fulmars boréales qui se côtoient et se chamaillent. Sur Irta, aucun doute, c'est bien une île d'origine volcanique. Au cœur de l'ancien cratère, Village Bay est l'unique quai de l'archipel. Ici, ce n'est plus le domaine des oiseaux. Depuis la préhistoire, par vagues successives, des hommes ont occupé l'île. Au XVIIe siècle, il fallait encore plusieurs jours à la rame pour arriver sur Irta. Comment les hommes préhistoriques ont-ils pu réaliser cette prouesse et y survivre ? Ce sont tous ces mystères que, durant l'été, des archéologues cherchent à comprendre. Une partie de ceux-ci restaure les habitations avec les mêmes matériaux qu'il y a 100 ans. Les premières datent du VIe siècle. On a peine à imaginer la vie dans ce village. Des colonies pelées, des falaises, pas d'arbres, une mer trop dangereuse pour la pêche, le vent presque toujours présent. Les habitants tiraient leur subsistance des oiseaux, de l'élevage de moutons, qu'on dit moutons de Soé, et d'un peu d'agriculture.
À l'origine de culture druidique, parlant le gaélique, ils se sont vus envoyer des Hébrides différents pasteurs. Certains les ont aidés à mieux vivre, d'autres les ont terrorisés par leur intégrisme. Une chapelle et une école y ont été construites. À une certaine époque, ils sont devenus une curiosité touristique. Des marins naufragés se sont réfugiés sur l'île. Pour être secourus, ils ont envoyé un message dans un petit bateau. Le vent dominant l'a poussé vers les Hébrides. Quelques mois après, on est venu les rechercher. Par la suite, les habitants ont utilisé ce système pour communiquer. Et certains de leurs petits bateaux postaux, poussés par des vents capricieux, sont arrivés jusqu'en Norvège. Au début des années 1900, les jeunes commencèrent à quitter l'île. En 1930, à leur demande, les 30 derniers habitants furent évacués. Au plus fort de leur présence, ils étaient 180. En moyenne, une centaine de personnes y habitaient, en complète autarcie. L'âpreté de leur histoire, leur courage, imprègne encore ces lieux et force notre admiration. La houle rentrant et se croisant dans Village Bay secoue vigoureusement nos bateaux. Les conditions se dégradant, c'est avec regret que nous décidons de repartir le jour même. Au retour, un clapot s'est formé sur la houle. Les 108 milles nautiques parcourus dans la journée pèsent sur nos épaules. Notre bateau de pêche est toujours à quai. Et malgré le risque d'être délogé à 4 heures du matin, c'est à Couple du Phénix que nous passerons la nuit. C'est sur le coup des 10 heures, nous laissant aussi le temps de déjeuner dans le Beauty Bus, que nous revoyons notre marin pêcheur, amusé par notre épopée. Tarbert, un port important des Outer Hebrides. L'annexe de Corto est bien utile pour accoster. C'est dans le Loch Seaford que nous passerons la nuit. Jean-Pierre à bord d'Ergaster, les deux Limois à terre. Un phoque obèse nous accueille à Stornoway. Il est énorme. Il habite sous le quai des pêcheries et s'occupe du nettoyage des rejets de celle-ci. Malgré son embonpoint, il vient encore mendier avec insistance. Le vent se lève. Nous passerons 2 jours à Stornoway. La marina dépend de l'autorité portuaire. Nous devons remplir les formalités dans les mêmes bureaux que les capitaines de paquebots au long cours. Tout est très propre ici. Les cuivres brillent. Tout est très chic, très scottish. Dans nos souvenirs, Stornoway restera aussi une joyeuse soirée passée avec 2 Français, Jesse et Luc. Dans leur voilier depuis quelques semaines, ils vivent leurs rêves, à leur rythme. C'est une étape de 73 milles nautiques fort éprouvante qui nous attend. La plus grande traversée se passe fort bien, mais les nuages s'accumulent. Au niveau du nord de l'île de Skye, le vent se lève violemment, suivi d'une pluie battante. Les vagues se redressent, il faut se concentrer pour naviguer à vue. À hauteur du cap Waternish Point, les difficultés atteignent leur paroxysme. Nous progressons à une vitesse de 3 nœuds, tant les vagues sont raides et se succèdent rapidement. Nos bateaux se cabrent à plus de 45 degrés pour retomber brutalement dans le creux suivant. À ce jeu, nous nous dépassons sans le remarquer. Grâce à la radio, nous nous regroupons. La progression vers le bout du loch du Vegan est assez pénible. C'est au GPS que nous nous maintenons au centre du loch, sous des rafales de pluie, dans un brouillard épais. Au bout du loch, 6000 nautiques pénibles seront parcourus entre des hauts fonds pour enfin trouver une plage pour accoster. C'est à l'arrache que nous débarquons sans un mot. Ce soir, c'est chacun dans sa tente que nous soupons. Le lendemain, comme souvent dans cette région, le soleil et le vent sèchent nos vêtements rapidement. Ce loch que nous détestions la veille, aujourd'hui nous éblouit par l'harmonie et la beauté qui s'en dégage. Nous y passerons la journée pour y repartir de bonne heure le lendemain matin.
nautiques pour rallier le Loch Rapport. Loch Rapport abrite l'unique distillerie de l'île de Skye. C'est sur l'ancien quai de la Talisker Distillery que nous amarrons. Actuellement, le camion a remplacé le bateau. Pour compenser les marées de plus de 4 mètres, nous utilisons un astucieux système de contrepoids qui permet à nos bateaux de rester écartés du quai et de ses moules coupantes. Les monts Collins inspirent Thérèse. Notre dernière navigation, 44 nautiques, fut un éblouissement continu. L'air est léger, la lumière belle, l'eau reflète les nuages. Tout est là pour nous donner envie de revenir en ces lieux qui si souvent nous ont mis à l'épreuve. C'est dans l'euphorie, à une vitesse beaucoup plus soutenue que nos habituels 24 nœuds, que nous couvrons cette étape. Au passage, nous nous offrons un crochet par le nord de l'île de Rome. Une surprise nous attend, l'échouage de ce bateau dérouleur de câbles, qui semblait pourtant taillé pour des gros temps, nous rappelle que cette mer n'est pas toujours un enchantement. Maleg, notre ultime étape. Nous aurons parcouru 458 nautiques. Two tabs on your tongue. I heard the shepherds, I heard the sheep sleep, now my only one. Broken sweethearts, who sleep apart. Most of pine, hillside spines, moon sleeps out. Suppose now shush, she makes the sound the sea makes to calm me down.